Salut à tous, bienvenue dans Ciné, Séries et compagnie, l'émission exigeante, sensible et pointue sur le petit et le grand écran. Au programme, de la musique, de la tendresse, de la violence aussi, et un voyage des terres d'Afrique du Sud à celle de Westeros. Car oui, le héros de la super interview n'est autre que Liam Cunningham, alias Sir Davos, dans la série Game of Thrones. Le comédien irlandais est également au cinéma dans Lady Grey, un drame autour des tourments de l'Afrique du Sud post-apartheid. Rencontre avec un acteur voyageur. Vous aurez également rendez-vous avec le plus francophile des chanteurs britanniques, Murray Head, l'inoubliable interprète de Say It and So Joe, nous raconte comment le cinéma et les séries l'accompagnent. Enfin, dans le screen parfait, Alex Lutz surprend avec son premier film comme réalisateur. Loin de ses personnages absurdes et de son humour vache, il se fait tendre et généreux et nous raconte comment il a fabriqué ce premier bébé ciné. Mais tout de suite, on commence avec les envies de la semaine d'Isabelle Claire. Ah, si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Ça a l'air américain, eh bien pas du tout. C'est plus une histoire de libération, là. C'est une histoire de vengeance sanglante. Je vais retrouver cet enfoiré à moustache et je vais le plomber. La Lazy Company est une série française. 4 soldats américains, justement surnommés les Guignols, vont vivre ensemble une version de la Seconde Guerre mondiale comme vous ne l'avez jamais vue, et c'est la bonne surprise de la semaine. Maréchal, vous voilà! Pour vivre heureux, restons planqués, telle pourrait être leur devise. Le problème, c'est qu'ils ne brillent pas par leur discrétion. Plus Kaamelott que HeroCorp, cette série totalement déjantée impressionne par sa réalisation et son écriture malgré de petits moyens. On attend l'automne avec impatience pour la diffusion de la saison 3. Je vais faire la Lazy Company. Exécution! Ça y est? C'est fini? T'es calmé, là? L'anniversaire de la semaine, c'est le centenaire de la naissance du géant du cinéma Orson Welles, l'occasion de fêter un homme aussi indispensable que son œuvre, celui qui créa Citizen Kane d'un côté et qui fit paniquer une nation entière de l'autre. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. A bulletin is handed me. Martian cylinders are falling all over the country. Pour l'occasion, les sœurs Kuperberg, reines du documentaire sur l'âge d'or du cinéma, se sont attaquées au grand monsieur. Résultat, le film sera à Cannes cette année. Plein de témoignages inédits. On y découvre aussi la fille d'Orson Welles, riche de souvenirs intimes et émouvants. My father is a Shakespearean character because he combined so many of Shakespeare's characters, but he also, some of his greatest acting roles were as Macbeth, as Othello, and I think especially as Falstaff. I think that role was made for him, and I can't see him in that role without crying. My king! My Joe! I speak to thee, my heart. I know thee not, old man. Fall to thy prayers. You're my favorite picture yet. If I wanted to get into heaven on the basis of one movie, I would. That's the one I would. Quand un film arrive à dévoiler l'homme derrière le personnage, c'est toute l'histoire du cinéma qui prend sens à travers cette icône baryton à redécouvrir urgemment. I'm a director. Cut! La femme de la semaine, c'est elle, Mindy Kaling, showrunner américaine découverte grâce à la version US de The Office, de retour dans sa série Mindy Project, une comédie hilarante sur les tribulations d'une gynéco à la recherche de l'amour. Mindy Lahiri, will you marry me? Yes. Can I? Put it on, because I see a lady in this tree that should be having my baby. Alors, Danny s'éloigne de plus en plus de sa femme Chris pour se rapprocher de Mindy, qui vient d'être demandée en mariage par Casey. Ah, ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus drôle que les feux de l'amour. Et surtout, il y a James Franco en obstétricien irrésistible dans la saison 2. Wow, who is that? Cool your jets, you're engaged. A person is walking into the room. I'm just looking at him. Mindy Project, ce n'est pas que drôle, c'est aussi touchant et bien écrit, et c'est surtout une série créée et jouée par une femme, ce qui n'arrive pas tous les jours dans le monde cruel télévisuel, alors à vos postes. Ne quittez pas, dans quelques instants, un voyage dans le temps à la rencontre de l'aventure lumière et du premier cinématographe, relaté par un amoureux du cinéma et de son histoire. Moteur demandé, ça tourne.
beau arborer un air sérieux, derrière sa barbe et ses lunettes, la malice pointe. Une vraie gouaille et un accent à couper au couteau qui se fit à tout bon irlandais. À 53 ans, cet acteur international brille par son éclectisme. Il a travaillé avec Ken Loach, Steven Spielberg, alterne cinéma indépendant et grosses productions comme Le Choc des Titans ou encore Game of Thrones. D'ailleurs, il reprend son personnage de Sir Davos dans la saison 5 que vous pouvez voir actuellement. Et oui, tout s'éclaire. Aujourd'hui, je retrouve Liam Cunningham. You look magnificent. Oh, you too. Cette semaine, il est à l'affiche d'un film, et oui, sur grand écran au cinéma, dans Lady Grey. Il incarne un personnage torturé sur fond d'Afrique du Sud post-apartheid. Rencontre avec un acteur voyageur. 64 slaughtered in one night. I need more men. I'm offering 55 rand today. We'll track them down. I'll kill them one by one. Angus, who is that man really? Well, he's a man that was involved in the fight, the apartheid fight and the apartheid war. But where we meet in the film, it's 10 or 11 years later. So there are a lot of wounds and a lot of pain. All those characters that we try and discover things about, and they're all quite. They don't want to discuss the elephant in the room, and that's one of the parts of that I really liked about it. I liked the fact that it was. You know what it means to be different. One day they tell you, now your father's white. Makes you different, no? I used to live in Zimbabwe. I lived there for 3.5 years, not long after independence. So I got a feel of this kind of healing. I won't say gentle healing, because it wasn't gentle. It was tenuous kind of. It was, do we get on? Do we trust these people now? There's been death and... painful healing. Exactly, it's reconciliation. I don't know, sometimes I've been wild. Like an animal. And you shot in a very isolated place, far from civilization. It was quite far from civilization, yeah. And that adds to the atmosphere of the movie because the landscape is such a huge part of the story. You told me about the fact that a few years ago, in your previous life, you were when I was a real person. Yeah, you lived in Zimbabwe as an electrician. Yes, I worked in the bush. That's what I did. What Angus did, but I yes, I used to look after high voltage rural electrification. Yeah, one of the areas I looked after the national park in Zimbabwe, which is the size of Belgium. It's 16,000 elephants, and I was in a four-wheel drive with my two assistants. And it's not till later, it's not till sort of 20 years later, you kind of think, man, that was quite glamorous. But at the time, like, it's a pain in the ass sometimes. But why did you do this? Was it a I had never adventure, been anywhere. or? Yes, exactly. My first time on a plane, I was 22 years old. But how much time do you spend far from home? As much as I can. I hate my wife. Please don't use that. No, I really got the bug, and I think it's because I kind of started so late. I kind of like it when it's a bit rough, when it's a bit. You've kind of got to rely on your abilities to cope. I like those. And the other thing is, as we all know, you meet different cultures, and everybody's the same. Everybody's trying to bring up their children, trying to get on, trying to make a living, and it kind of it rejuvenates my hope in human nature. When I feel bad about whatever in the news, and I love to go travel somewhere and just talk to the local people, because it's nothing like the news. Yeah. And being part of this big show, Game of Thrones, are you forbidden to accept something because you have a very tight schedule, or? No, because most people think... Are you still a free man? Well, I wouldn't say I'm completely free. They do have some exclusivity. I mean, I'm not allowed to do other American television shows because they would, which is fair enough. This is the payment that was demanded by King Stannis for my crimes. I consider it an honest accounting. He's an honest man, and he's your best chance to get back the money you've sunk into Westeros, which is a lot, I imagine.
Wars are expensive. The wonderful thing about it, most of the audience, because they see this world and see all they think we live in Westeros. And I mean, even they think we film and are there all the time. But I'm lucky because I live in Dublin. It's an hour and I can drive it in an hour to where I film. And for season 5, that's just coming out now, we shot from mid-June to early December, and I did 15 days in all that time. So you might work for 2 days and be off for a week and then come back for 1 day and be off for 3 weeks. And if you're not in an episode, you know you're going to be free. So I'm allowed to do movies and European television and European films, obviously. I've been talking to your sworn brothers. Many of them love you. They're good men. Many don't. You were seen taking the body of a wildling girl north of the wall. Why? It's where she belonged. Some of the Night's Watch feel you have too much affection for the wildlings. Do you have the feeling that Game of Thrones changed in the way directors can look at you? Or? I was lucky enough every couple of years I was asked or stumbled upon something that was beautiful. That was a gem, like La Vencelève I was lucky to do, and I did Hunger with Steve McQueen, and that was like, Cannes was very good to us. And I was lucky enough to be involved in projects that you're particularly proud of and maybe culturally significant. And what happens is, with this thing being so popular, the Game of Thrones thing, I get a lot more things offered, but I just get offered a lot more crap. I still get the same amount of good things offered, so you have to say no to a lot more stuff. What kind of crap? I'm not telling you. How can I tell you that? Well, I'm going to name the stuff. No name, but the type of characters you don't want to play, or... Yeah, well, people want you to repeat it, or they want to put a sword in your hand again, or that sort of thing. And because, listen, you can understand it. You know, if something works, Hollywood tends to want to repeat it. You want to fascinate people, but I don't mean as a person, but as a character. Because I think if you're doing your job properly, whether you're a director or a writer or a cinematographer or an actor, is to intellectually challenge people. You can make them cry, you can make them laugh, make them think about their lives. That's the great gift that we are allowed as actors and artists to do, is to remind people that they're not alone in the world. Magnifique définition du métier d'acteur que celle de Liam Cunningham, qui vient de tourner dans l'adaptation de L'enfance d'un chef de Jean-Paul Sartre, aux côtés de Robert Pattinson et Bérénice Bejo. Quant à savoir si son personnage de Sir Davos survivra à la fin de la 5e saison de Game of Thrones, le mystère reste entier. Barry's dead. Isn't it awful? We have a situation. We need to fill Barry's seat on the council. Après avoir nourri l'imaginaire collectif avec Harry Potter pendant des années, l'auteur J.K. Rowling a signé The Casual Vacancy, en français Une place à prendre, un livre choral sur fond de chroniques sociales adapté en mini-série pour HBO. And action! The Casual Vacancy dépeint la vie pas si simple des habitants de Packford, une bourgade de la campagne anglaise. The counselor is dead. We have a casual vacancy. Après la mort d'un des membres de cette petite communauté, ce sont tous ces secrets et ces tensions qui remontent à la surface. Yeah, this is my brother. I'm so very sorry. I fucking hated him. Cette histoire dense, peuplée de personnages complexes, a été remaniée avec la bénédiction de J.K. Rowling. Jo was very, very generous about giving her book over for adaptation, and obviously she's had a lot of experience seeing her work adapted because of all the Harry Potter films. But I think it is maybe a slightly different experience with her first book for adults, for a start, which is a very personal book. It's written with great passion. She read drafts as they came in and kind of commented appropriately, but she was brilliant. I mean, it would have been really, really difficult if a writer had been like, oh, I can't let this go and I don't trust you. That would have been a terrible experience for everybody involved. Look at my tits! Shit, that really spiraled. Kyllios incarne Samantha Mollison, une femme au bord de la crise de nerfs, malmenée par ses 2 filles et sa belle-mère.
It's great to have the book as, you know, from the actor's point of view. It's great to have all of those stories only in our heads is fine because it gives you a backstory which is so rich and, you know, it's just this amazing tapestry of their lives and their pasts and their inner thoughts and feelings that you have as a sort of secret. It's impossible to keep secrets in this place, isn't it? Oh, you'd be surprised. What if he says something about me? Something damaging, something ugly. Every single character is somebody you believe exists. Everybody is flawed. Everybody, you know, they are, well, to me anyway, they're real human beings. Comme la mini-série Olive Kittredge, adaptée du roman de Elizabeth Strout l'an dernier, The Casual Vacancy présente de magnifiques rôles de femmes. Une nouvelle preuve que la télévision est une terre d'asile pour les actrices en mal de rôle fort au cinéma, une expérience vérifiée par Keely Hawes. I'm 40 next year, and I thought, you know, traditionally things for women start to slow down, you know, for actresses then, and actually things are getting so much more interesting for me because there is an audience, you know, people want to see stories about women, about strong women. So yeah, it's a really good time to be a woman, I think. It's not perfect, but it's you know, it's getting there. Packford et ses secrets seront bientôt à découvrir sur OCS Go. Chaque semaine, dans l'Extra Interview, une personnalité se confie pour nous sur ses goûts pour le cinéma et la série. Aujourd'hui, c'est un chanteur avec une carrière longue comme le bras que nous rencontrons, un British armé d'un français impressionnant, Murray Head. Il est ultra connu pour des tubes comme ça. Ou encore ça. Mais c'est également illustré au cinéma et à la télévision à de nombreuses reprises, dont très récemment dans un film de genre flippant, Horsehead. Alors, qu'est-ce qui fait vibrer la fibre ciné de Murray Head? La réponse tout de suite. So, what's it like to be back in the old home? It's nice. Still studying fantasies with that quack of a boyfriend of yours, darling. Psychophysiology of dreams is not a con, Mother. It's a science. When are you going to wake up to reality? It's not in your dreams you'll find the answers you're looking for. Quel point commun vous trouvez entre ces deux métiers, le métier de comédien et le métier de chanteur? Si moi je fais les concerts ici, c'est des gens qui ont venu pour me voir. C'est très flattant, c'est énorme. Tu peux pas, vous pouvez pas vous rendre compte de ce que ça représente, mais. Et le truc avec le cinéma, c'est que t'es rien. T'es au service. Ouais, t'es un pion. T'es en bas de l'étagère. Même les metteurs en scène, c'est la même chose. Il y a que les vrais stars, c'est les 5 producteurs qui se battent pour être premiers sur le générique. Votre amour du cinéma, vous l'avez construit comment? Déjà, ma mère était actrice. Et étant donné qu'elle n'avait pas beaucoup de travail, elle faisait ça à la maison. Quelque part, je ne savais pas avec qui j'étais, parce qu'elle jouait le rôle pendant qu'elle faisait le repassage ou elle faisait... Non, elle n'avait rien à répéter. Elle avait des voix différentes. Elle sortait des tonnes de voix différentes, des accents du Nord, de l'Écosse, de ça. Elle parlait avec un accent différent. J'étais dans une performance perpétuelle. Heureusement, j'ai quitté la maison et j'ai pu trouver un moyen de savoir qui j'étais. Mais à l'époque, c'était... alors, dans cette atmosphère, on commence à probablement, on étend les rôles qu'on a joués quand on était enfant. Parce que nous, on était dans une sorte d'enclave. C'était bizarre comme endroit. C'était des gens qui avaient des métiers créatifs, ok, dans cet enclave. Alors là, il y avait une site où il y avait une bombe qui est tombée sur une maison et c'était parfait pour jouer les Allemands et les Anglais et les cowboys et les Indiens ou ce qu'on voulait et tout ça. Alors déjà, on jouait les rôles, naturellement. Thanks. Thank you.
So, what's it like to be back in the old home? It's nice. It's a bit difficult with part of the family lying dead upstairs. Well, at least we see each other. I don't remember forbidding you to come and see us, nor encouraging. Pourquoi vous avez choisi ce film? Parce que cinéma de genre, premier film du réal et tout, comment vous l'avez choisi ce film? J'ai eu tendance de ne pas poser des questions, c'est un truc d'intuition. Je trouvais que le metteur en scène, pour quelqu'un qui faisait son premier long métrage, était très intéressant. Et que c'était, pour une fois, je ne sentais pas une seconde gratuite. Il avait son propre histoire, c'était une histoire compliquée et profonde, et c'était quand même un état mental intéressant. Moi, je jouais le seul scène personne dans le film, alors c'était pas compliqué. Je suis là, pauvre con, en train d'essayer de comprendre deux femmes, mère et fille, complètement barjots. Alors, c'était pas compliqué. Quand j'écoute le metteur en scène de Hossein parler, c'est un nouvel monde que j'ai découvert. Moi, je connais que Hammer Horrors. Dans les années 70, c'était La Grande Guignole, c'était les vampires et tout ça. Mais maintenant, tout ce qui s'attache, un film, c'est pas gore, c'est pas fantasy tout à fait, il y a je sais pas combien de genres. Et si on cite pas la genre, les gens sont confondus, alors c'est... Je vous ai entendu dire récemment une phrase que j'ai trouvée super jolie, où vous disiez « Aujourd'hui, je préfère choisir des petits films qui ont une grande chose à dire ». Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? C'est que vous trouvez que le cinéma a besoin d'avoir un sens pour que ça vous intéresse? Ah oui. Ça dépend. Il y a des rôles qui font mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Où on n'a pas envie de rentrer trop là-dedans. J'ai joué un pédophile dans un télé. J'étais sûr qu'ils m'ont donné le boulot parce que personne d'autre voulait le faire. Mais enfin, c'était très dur. Heureusement, il n'y avait pas des enfants là-dedans. Pourquoi vous l'avez fait, du coup? Parce qu'en général, on accepte, si c'est un rôle où on peut travailler bien, où on peut réussir à leur donner ce qu'il leur faut. Le problème, c'est que des fois, on ne peut pas savoir ce que ça va vous laisser. Et j'étais dans le pot de ce type pour 2 mois après. C'était facile à m'en tirer. Il y a des rôles qui vous ont particulièrement marqué en tant que spectateur au cinéma? Il y a 2 films qui ont sorti en même temps. Il y a Rain Man, avec Dustin Hoffman, et il y a My Left Foot, of Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis is Christie. It's the most extraordinary performance I've ever seen. Et pas pour une seconde, on ne pose aucune question, on est complètement scotché ça montre les émotions incroyables. Tu sors, c'est incroyablement positif comme film. C'est une merveille. Rain Man, c'est quand même... C'est Dustin qui joue avec un nouveau tic. C'est une fabulous performance. But somehow, there's just that essence of Hollywood. There's something about it. It's what you do. Il faut décider quelle sorte d'acteur on veut être. At least that way you're guaranteed work because you're a star and you keep up with the American star system. Mais quand les gens me disent « Ah, tu es dans ce film? Ah, je t'ai pas vu. » C'est le meilleur compliment qu'on peut me donner. Et s'il y a un endroit où l'on est certain de voir Murray Head, c'est sur scène. Et il sera en tournée en français en Belgique jusqu'au mois d'août.
Dans quelques instants, le Screen Parfait ouvre ses portes à Alex Lutz. Ce comédien, humoriste, metteur en scène de théâtre ultra créatif ajoute une corde à son arc et signe son premier long métrage comme réalisateur. Mais je vous rassure, affirme toute sa fantaisie dans sa mise en scène. Et c'est juste après la suite des choix d'Isa. Si c'est une œuvre, alors là c'est autre chose. Le rendez-vous de la semaine, c'est celui qui s'articule autour de la vie et de l'œuvre d'Auguste et Louis Lumière, deux frères lyonnais connus pour avoir inventé le cinématographe il y a 120 ans, invention qui révolutionna à jamais le monde de l'image. Un anniversaire célébré au Grand Palais de Paris pour redécouvrir l'histoire de l'image projetée et quelques 200 films restaurés grâce à la technologie numérique. Un hommage aussi à tous ceux qui ont précédé Lumière, entre kinétoscope et autres lanternes magiques. C'est important de réapprendre aux gens tout simplement comment on fabriquait des images de manière très simple sur une pellicule 35 mm de large avec des perforations, avec un procédé d'entraînement, avec un procédé d'animation de la photographie, comme on faisait à l'époque. Ce premier geste que Lumière fait en posant sa caméra face aux portes de l'usine, on a voulu le refaire. Presque pour s'amuser, mais on se rendait bien compte qu'il prenait ça très au sérieux. Et Quentin Tarantino, Pedro Almodovar, Paolo Sorrentino, Xavier Dolan, Michael Cimino, Jerry Schatzberg ont refait un remake, chacun à leur manière, et on s'est bien rendu compte qu'il y avait quelque chose du geste innocent des premiers temps, et que chacun l'a fait à sa façon. Michael Cimino qui demande aux comédiens et aux comédiennes qui défilent devant leur caméra, il leur a demandé de courir, il dit, parce que les gens partaient déjeuner, donc ils avaient faim, donc ils couraient. Xavier Dolan a demandé à ce que chacun, tous ceux qui sortent, se filment, parce qu'on est dans la civilisation du selfie. Quentin Tarantino a signé son film en faisant une dernière apparition à la fin. Cette année, à Cannes, c'est presque une coïncidence. Les présidents du jury sont deux frères, les frères Cohen, l'année des frères Lumière, et il y a des frères de partout dans le cinéma. Et c'est une chose auquel, pour s'amuser, on va rendre hommage également au Festival de Cannes. Eh bien, c'est ce que nous verrons sur place dans très peu de temps, mon cher Thierry Frémaux. Et en attendant, courez voir cette magnifique exposition qui interroge aussi le devenir du cinéma. Vaste programme. Allez, ciao! Alex Lutz est un homme orchestre. Non, pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est un comédien qui a d'abord pratiqué le théâtre, puis l'écriture et la mise en scène de spectacles pour arriver à la télévision et s'inscrire aujourd'hui dans la grande tradition des acteurs passés derrière la caméra. Celui qui se moque de sa grande mèche blonde façon Laurent Delahousse a bien des talents, notamment celui d'avoir su dessiner avant de parler. Oui, il est comme ça, Alex Lutz, il aime réaliser des portraits inventés, soit à l'acrylique, soit à la pastel. Eh bien tiens, elle est là la question. Alex, y a-t-il une filiation entre ce que vous mettez en scène sur le papier et ce que vous mettez en scène au cinéma? Je dessinais tout le temps. Et quand j'ai découvert le théâtre, je me souviens très bien avoir trouvé quelque chose qui tout d'un coup se mettait en relief et pouvait bouger. J'étais là, c'est super quand même. C'est une vision graphique qui s'anime, une vision graphique qui s'anime, une vision graphique qui s'anime. Donc ça, oui, c'est proche. Scolairement parlant, il paraît qu'Alex Lutz s'est longtemps cherché. Une fois le bac en poche, il pensait s'orienter vers les arts plastiques, mais son passage sur les planches du théâtre jeune public à Strasbourg a servi de déclic. Il fait ses armes d'abord comme assistant à la mise en scène, puis comme comédien. Il visite l'univers de Brecht, de Saraken ou de Beckett, ce qui l'encourage à créer sa propre compagnie qu'il baptise Le Coup de la Pomme. Son premier spectacle date de 1997. Sylvie Joly le remarque et lui demande de coécrire et de mettre en scène son spectacle. La machine est lancée. À partir de 2008, il signera ses propres one-man shows et se fera remarquer par Michel Hazanavicius pour jouer aux côtés de Jean Dujardin. Voilà la porte du cinéma ouverte. Aujourd'hui, il débride sa créativité et sa drôlerie dans son premier long métrage. Une comédie, oui, mais pas seulement, puisque
puisqu'elle ne joue pas que sur la drôlerie, mais le mélange des genres pour aborder la jalousie entre trois amis, l'obsession de la réussite et l'aptitude à avoir, ou pas, du talent. Nos vies sont même pas moyennes avec nos petits costumes, nos petits tickets resto, nos petites vacances, nos petites bites, putain! On serait vu au lycée comme ça, on serait foutu de nos propres gueules, non? On veut un bébé, d'après ce que j'avais compris. Et toi, tu fais quoi, là? Il faut quoi ton pote, là, sérieux? Nous, les filles, on se parle. Un jour, on a appris l'histoire, on s'est dit, tiens, il y a des mots, c'est cool, ça peut servir. Depuis que t'es dans nos vies, tout est vraiment de la merde. Mais vous êtes cons, en fait. Puisque nous sommes là pour faire une petite leçon de mise en scène, autant commencer par un metteur en scène français qui, comme tout le monde, a fait un premier film, François Truffaut, qui disait « On fait un film quand on a des choses à montrer et pas des choses à dire ». Que voulez-vous nous montrer avec ce film? Un rapport au monde, je crois, qui m'entoure et qui a nourri finalement autant la mélancolie que l'émotion dans le film, je crois. Et qui fait qu'avec les images, on peut le rendre ou très amusant, ou très bruyant, ou très absurde. Dans les références que vous citez, il y a Jacques Tati. Moi, je trouve que ce qu'il y a de Jacques Tati dans votre cinéma, c'est la notion du plan d'ensemble. Oui. C'est-à-dire... Ah, ça, je suis content. Il n'y a rien qui m'agace plus en ce moment que de dire il faut cutter pour rythmer, pour... Mon petit gars qui va bien? Parce que sinon, c'est compliqué. Pas possible. Hop là. Ce découpage, là, qui est un découpage où on place d'abord un plan général et on laisse des personnages évoluer. Ça ne fonctionne que parce que vous êtes en plan large avec des amorces. Oui. Et vous travaillez sur une symétrie. Oui, il y a tout un travail sur la perspective dans ces espaces-là, puisque c'est ces espaces qui créent l'humour et qui créent l'absurdité au départ. Un problème vraisemblablement avec ton logiciel. Ouais. Petit problème technologique s'il en est. C'est pas de... Okay, okay. Und nun, meine Damen und Herren, in Deutsch, Entschuldigung, vielleicht sollten wir einen neuen Et Arbeit... cet écran qui bascule, vous auriez très bien pu le faire tomber. Il est pour nous un élément signifiant. Que le type est bancal. Que le type est bancal et que c'est bancal, tout ça. Ça ne peut que passer par, effectivement, un large. Il faut être théâtral. Vous habitez Dortmund? Nein, ich spare Weihenhausenbuch. Ah ja, genau. Voilà, donc la présentation. Bonjour déjà. Ça donne tout de suite des indications d'enjeu sur les personnages sans qu'ils aient à les exprimer. Un de vos outils dans votre mise en scène, c'est la voix off. Je m'appelle Alexandre Ludon. Tout va bien pour moi, ou presque. C'est un outil que de nombreux metteurs en scène ont utilisé. Wells, Guitry, Jean-Pierre Jeunet. C'est même un processus qui est extrêmement délicat à utiliser. C'est quoi l'utilisation que vous avez voulu de votre voix off? Déjà, il y a des voix off chez Sauté qui me bouleversent, moi. Si bien qu'il fallait que je fasse attention dans l'enregistrement à ne pas vouloir les imiter. J'adore ça. Il a un rapport à l'espace aussi dans ses voix off. C'est souvent pour raconter les déplacements sans avoir à les montrer. Nathalie est partie à Grenoble, François, je sais pas quoi, bon bref. Moi, à chaque fois, je trouvais ça, ça... Et puis, ça amène de la poésie, aussi, dans un film. Je trouve que ça amène de la... ça amène du conte. Pourquoi pas moi? Alors j'ai tout plaqué, mais proprement. Je pars, je vous emmerde et vous encule. J'ai entendu pique-pendre sur les voix off. On me disait des fois, n'utilise pas des voix off. C'est des jeux de ralentisseurs pour les scénarios bancaux, etc. Et puis je me disais, bah oui, mais en même temps, fin d'accélérateur ou ralentisseur. Enfin bon, bref. Je me disais, bah oui, mais c'est bien pratique aussi. De toute façon, c'est possible, tout est possible a priori. Tu l'as revu, toi, Alex? Toi? Non. Ah bah quand même, vous décidez à demander de ces nouvelles. Oh, vous me faites halluciner, quoi. C'est votre meilleur pote, vous en parlez 3 secondes et vous répondez par des hochements de tête. Non mais sérieux, ça mérite ça? Alex, il y a une scène qu'Audrey Lamy redoutait. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Je pense qu'elle l'a redouté parce que c'est un fleuve de texte, qu'elle peut être redoutablement caricaturale, elle peut être redoutablement théâtrale, elle doit un peu l'être. Il y a un équilibre à trouver au rythme, au niveau de voix, à tout. On est entouré de 2 partenaires qui ne sont que sur de l'écoute, pendant un long tunnel pour qu'il y ait une petite réplique à la fin, qui voilà. Donc je pense qu'elle la redoute avec ça, que c'est un climax pour son personnage aussi, et puis qui est important parce qu'elle nous dit, enfin elle leur dit des choses importantes pour leur quête après. Donc elle l'a redouté, j'imagine, pour tout ça.
Techniquement, pourquoi vous l'avez filmé en longue focale, en plan fixe? La longue focale était importante, j'avais envie de cette perspective. Et puis je voulais retrouver... J'ai tout le temps travaillé sur le film avec des triangulaires qui bougeaient et comment le point de vue de la triangulaire changeait en fonction des triangulaires. Parce qu'il y a notre triangulaire amical, mais il y a le triangulaire avec l'intervention d'un couple, la triangulaire des 2 femmes et des hommes. Enfin bon, voilà, des triangulaires, on peut en voir plein dans le film. Et donc je voulais retrouver cette hiérarchie-là. Tac, là la femme qui devient guide, les 2 qui suivent avec le dans une perspective longue, comme si elle donnait le chemin, et elle va donner le là, puis au bout d'un moment elle dit « Eh oh !» et elle se retourne. Si. Et tu m'as dit « Ah, super !» Mais non. Mais si. Tu m'as même envoyé bouler en me disant « Ça va, me saoule pas, je suis en train de réparer le tiroir de la cuisine. » On se retrouve de nouveau, elle est de nouveau centrale, les 2, hop, et elle distribue les points, et hop, elle repart. Et derrière, il y a une voiture. Derrière Alex, une voiture. alors, ça... J'ai vu que vous y avez vu quelque chose d'incroyable. Bah ouais, ça s'appelle un art en rouge, c'est-à-dire une fausse piste. On se dit, elle va prendre cette voiture, elle va partir. Et en fin de compte, pas du tout. Pas du tout. Et alors, je veux bien que ça soit un art en rouge, c'est surtout une cachette de décor qui me plaisait pas. Les petits secrets, voilà. C'est pas vrai, de tellement de conneries, ils sont cons. Mais vous êtes cons en fait. Donc j'ai dit à Lolo, mets ta bagnole, mets-toi dedans et fais semblant de téléphoner. Dernière question, Alex Lutz. Pourquoi filmez-vous? Pourquoi filmez-vous? Pour laisser un souvenir. Merci. Ciné-série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. Mais vous le savez, vous pouvez nous retrouver de jour comme de nuit sur OCS Go, Dailymotion ou encore YouTube. Et dès la semaine prochaine, de nouveaux héros viendront envahir votre imaginaire. Allez, salut!